Salut, je vais vous dire bonjour ou bien bonsoir selon l'heure qu'il fait là-bas. Je sais pas, peut-être d'autres auront la chance de regarder cette vidéo-là dans la soirée ou dans la matinée. Euh, c'est un sujet que je vais aborder avec vous, qui est un sujet très important, où j'avais peut-être aussi donné mon avis auparavant. Et ceux qui ont eu la chance de regarder ce que j'avais fait, je pense que beaucoup de gens ont vu cette vidéo-là et l'analyse critique que j'ai fait sur le sujet en tant que tel. Le sujet, il s'agit des 49 militaires qui sont actuellement au Mali. La situation diplomatique devient de plus en plus critique et euh, on dirait qu'on a affaire à une escalade. Et cette escalade-là, tant qu'on ne parle pas, ce serait difficile de résoudre ce problème-là. Voilà. Et si on doit aussi donner notre point de vue, il faut qu'on enlève les émotions. Parce que c'est comme je l'ai dit, les émotions, c'est ça qui tue beaucoup l'Afrique. Les Africains sont trop émotionnels. Une petite chose comme ça, une petite chose peut vraiment causer des problèmes à cause des émotions. Et les Blancs ont compris ça. Et lorsqu'ils ont compris ça, ils ont exploité ça pas possible. Et l'Africain est tellement très émotionnel. Quand on amène quelque chose, au lieu de faire une analyse critique, bon, il tombe sur l'émotion, sur les coups de l'émotion. Donc, avant de commencer mon analyse critique, je vais d'abord prendre quelques temps, si vous me le permettez. Je vais vous dire merci. Vous qui me suivez, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir été beaucoup à me suivre. Bon, d'autres m'ont connu sous un regard avec les lunettes. Aujourd'hui, je n'ai pas porté des lunettes, donc probablement, mais c'est la même personne. C'est la même personne que je suis. Et Pharaon 99, mon nom de profil. Voilà, je vais prendre une minute pour vous remercier beaucoup d'avoir sacrifié votre temps. Et sacrifier votre temps pour pouvoir regarder cette vidéo. Et je vais vous demander quelque chose, c'est de partager la vidéo massivement et aussi vous abonner. Il faut vous abonner beaucoup parce que lorsque vous vous abonnez, ça donne la chance à la vidéo d'atteindre la personne cible ou la destination finale. Voilà, puisque quand nous faisons une vidéo, c'est pas juste venir bavarder. Nous sommes en train de faire une vidéo pour des États, juste pour des États africains. Voilà, cette vidéo, je veux que ça arrive à l'État malien, je veux que ça arrive à l'État ivoirien, je veux que ça arrive à l'Union africaine, je veux que ça arrive aux membres de la CEDEAO et beaucoup d'autres personnes là. C'est pour cela que je demande votre faveur à ce que vous vous abonnez. C'est juste un clic. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, regardez sous l'angle droit de votre écran. Il y a quelque chose qui est un peu en rouge comme flèche là. Vous cliquez là-bas, vous allez pouvoir vous abonner. Voilà, donc on va rentrer dans le but du sujet après les salutations, les remerciements. Et le but du sujet, c'est les 49 militaires, comme vous le savez. Et ces gens-là sont détenus au Mali parce qu'ils sont rentrés dans un territoire sans les documents légaux quoi, d'une manière légale. Ils ne sont pas rentrés des documents légaux. Voilà, donc le Mali a pris les faire, bon, vouloir les passer avec un système judiciaire. Donc, après les concertations, l'État togolais a essayé de jouer à la médiation, appeler les côtés ivoiriens, appeler les côtés maliens. Mais si nous lisons, lorsqu'on nous lisons en profondeur de cette médiation, la première tranche, c'est-à-dire ils n'ont pas regroupé les deux là dans une même salle pour discuter. Ils ont séparé les deux là et pouvoir prendre l'avis de tout un chacun. Donc l'État togolais a donné ce que les Maliens veulent, ce que les Ivoiriens aussi veulent. Et ce que les Ivoiriens veulent, euh, ce que les Ivoiriens veulent, ça n'a pas été élucidé. C'est-à-dire, on n'a pas saisi ça d'une manière très claire.
Bon, ce qu'on a compris seulement, et ils veulent une libération immédiate. Voilà, et l'ultimatum de libération immédiate a été lancé il y a longtemps. Ça vaut à peu près 2 semaines de cela. Mais donc, après 2 semaines, lorsqu'il n'y a pas de libération immédiate, c'est qu'il n'y a pas de libération, c'est qu'il n'y a pas de libération immédiate. C'est que l'affaire est vraiment sérieuse. Donc, mais l'État malien a exigé quelques points où il demande à l'État ivoirien de reconnaître les faits, de ne pas aussi créer d'autres problèmes à ajouter et aussi pouvoir faire échange avec des gens qui ont des problèmes judiciaires au Mali et qui ont fui aller en Côte d'Ivoire. Et aussi ne pas s'ingérer dans les affaires des Maliens. Et voilà. Donc, mais vers la fin, on a pu constater que l'État ivoirien est en train de menacer si ces 49 militaires ne sont pas libérés, ils vont couper l'électricité, ils vont amener, bon, c'est comme c'est des conflits économiques, ils vont amener et puis ils vont renvoyer les Maliens. Nous allons rentrer un peu en profondeur sur cet aspect-là pour vous dire que l'affaire est grave. Bon, de mon point de vue, vous savez, lorsqu'il y a un conflit, il faut vraiment essayer de résoudre ça d'une manière diplomatique. Et c'est ça qu'on est en train de résoudre actuellement. C'est la meilleure des voies pour ne pas vraiment perdre la vie des gens. C'est la meilleure des voies pour ne pas perdre aussi les biens qui sont là et certains biens qui pourront impacter la vie des citoyens, que ce soit citoyens maliens ou que ce soit citoyens côté ivoirien. Voilà, donc à cette voie diplomatique, je pense que c'était la meilleure des voies. Et aussi le fait que ça n'a pas la première tranche de la médiation a semblé être échouée ne signifie pas qu'elle ne va pas réussir. Ça, c'est pas, la médiation a toujours été comme ça. La première tranche, on ne va pas, chacun des deux côtés ne va pas seulement bon, laisser tomber ses muscles. Chacun va essayer de flexer ses muscles, voilà, montrer ses muscles, voilà, et montrer aussi jusqu'à quand, jusqu'à quoi est-ce qu'il peut, voilà, pour pouvoir influencer la décision de l'autre. Euh, Maintenant, revenons au côté malien. Les exigences du côté malien, bon, ce sont des exigences légitimes. Ce sont des exigences légitimes. Et c'est ce que je vous ai dit. Euh, il faut que les Africains commencent à s'intéresser des décisions sécuritaires et des lois même de leur propre pays. Parce que sans ça, nous allons passer du temps dans des conflits internes qui ne vont jamais finir. Le cas du Mali, je vous avais déjà dit qu'il existait des entités qui font le business tout simplement parce qu'il y a l'insécurité au Mali. Et ils ne sont pas prêts à ce que le Mali puisse terminer cette insécurité-là. Il y a des gens qui bouffent, ils ont signé des contrats qui valent des milliards de francs CFA. Donc, finir la guerre au Mali signifie que leur business est fini. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça finisse. Donc, il faut que vraiment mettre, c'est comme une braise de feu où il faut chaque fois mettre du bois pour alimenter la flamme. Et lorsque le bois n'est pas mis, on ne peut pas, vous voyez, augmenter cette flamme-là. Et les Maliens, le fait qu'ils disent que ces Ivoiriens sont venus d'une manière, mais vous-même comprenez vous-même, est-ce que si quelqu'un, prenez votre propre chambre même, prenons votre propre chambre, votre propre maison, ou bien bon, la chambre ça c'est trop personnalisé, je vais prendre votre maison même, prenons votre maison qui est clôturée et vous avez des voisins, bon, si on prend voisin côté militaire, bon, peut-être, vous avez quelqu'un qui est un peu de l'autre côté, vous ne l'avez pas invité, vous ne l'avez pas, il n'y a pas eu bon, il n'y a pas eu de discussion sur une quelconque rencontre, mais la personne, vous vous connaissez très bien, la personne d'un coup débarque dans votre maison avec toute sa famille. Et avec toute sa famille, il débarque même rentrer dans votre maison. Voilà. Et sans même aller taper à la porte.
sans même taper à la porte, ils viennent, ils forcent, ils ouvrent la porte, ils rentrent dedans et voilà. Et débarquer comme ça, rentrer dedans, peut-être qu'il est 4 heures du matin comme ça. 4 heures. Bon, pour pouvoir bien expliquer la chose, 4 heures, à 4 heures du matin, quelqu'un vous fait ça. Quelqu'un débarque dans votre maison à 4 heures du matin sans taper la maison, il rentre. Et vous voulez le demander et dit non, oui, parce qu'il devrait rentrer. Est-ce que ça, c'est une raison? Ce n'est pas une raison. Vous voyez, donc, quel que soit ce que l'État ivoirien va dire là, c'est un dossier qui sera très, très compliqué. Voilà, et moi, je pense que la sagesse, il faut de la sagesse pour résoudre ces problèmes-là. Sinon, façon que je suis en train de voir où bon, l'État ivoirien menace de couper l'électricité, euh, réenvoyer les Maliens. Bon, d'abord, restons dans l'électricité. Ça, c'est un chantage économique qui est là, où quelqu'un qui détient quelques pouvoirs de vous, vous dit, OK, si vous ne faites pas ça, moi, je vais faire ça. C'est comme si l'État ivoirien est en train de dire à tous les pays africains qu'elle peut rentrer dans ton pays si vous avez quelque chose avec elle. Elle peut rentrer dans ton pays sans ta permission. C'est-à-dire le fait que le Mali dépend de la Côte d'Ivoire d'un côté électricité doit être juste ça remplit la condition nécessaire pour que l'État ivoirien prenne ses soldats, il parle et rentre dans le pays, dans le pays Mali sans aucune autorisation. Vous voyez seulement les côtés électricité. L'État malien aussi donne aussi à la Côte d'Ivoire. Premièrement, je vais vous dire la main d'œuvre. Qu'on le dise. Qu'on le dise que les Maliens sont venus se chercher en Côte d'Ivoire, le Mali n'est pas, il n'y a rien. Mais la main d'œuvre qui fait fonctionner l'économie américaine, l'économie ivoirienne, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas nier cette main d'œuvre-là. Si il venait qu'un jour qu'on puisse enlever tous les ressortissants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, je pense que ça va catastrophiquement jouer sur l'économie même ivoirienne. Ça va jouer beaucoup sur l'économie. Mais vous pensez, quand on parle des Maliens, peut-être que vous oubliez une chose. Ourodougou, là, la Côte d'Ivoire ou la partie qu'on appelle Ourodougou, là, pendant des années des empires, là, tout ça, là, c'était du Mali. C'est peut-être vous qui ne comprenez pas l'histoire. Sinon, Ourodougou, tout le nord, y compris les Sénifo, les Djoula et consorts, là, c'était du Mali, c'était l'empire malien. C'était de l'empire malien. C'était l'empire du Mali. Vous voyez? C'est après les colonisations qu'ils ont tracé les choses, dit la Côte d'Ivoire s'est rentrée et sortie. Sinon, tout cet endroit-là, jusqu'à même côté les frontières de Boaké, là, tout ça là, c'était l'empire du Mali. Mais maintenant, c'est le sud de la Côte d'Ivoire qui était l'empire du Ghana. Puisqu'on avait des grands empires. Des vrais. Quand je parle des grands empires là, on avait des grands empires qui dominaient l'Afrique de l'Ouest. C'était l'empire du Mali, ou sous-titré l'empire Songhai, et puis maintenant l'empire du Ghana. C'était les deux grands empires qui avaient réparti toute cette zone-là. Vous voyez? Donc, dire que vous allez enlever tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, là, les amener au Mali, mais c'est comme si vous voulez découper la Côte d'Ivoire à moitié. Vous allez pouvoir découper la Côte d'Ivoire à moitié et puis envoyer l'autre moitié là au Mali. Si vous pouvez faire ça, c'est à vous de le voir. Sinon, beaucoup de gens ont des racines. Quand on parle des racines, des ramifications familiales qui sont maliens, mais qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, mais ils ont des ramifications maliennes. La plupart même de tous nos frères qui sont au nord, beaucoup sont des Maliens. Ils sont issus de l'Empire de Mali. Vous voyez? Quand vous prenez les vrais Sénéfaux, là, vous pensez que les vrais Sénéfaux sont où? Ils sont dans la région des 3 frontières entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina. C'est cette zone-là du sud du Burkina et côté flanc nord du Mali et maintenant oui, côté flanc ouest du Mali et côté flanc nord de la Côte d'Ivoire. Toutes ces zones-là, c'est l'Empire Mali, c'est l'Empire Songhai
qui dominaient tous ces zones-là. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les gens doivent mettre du vin dans leur vin. Je pense qu'il y a des gens qui doivent... Bon, Alassane lui-même avait dit de mettre de l'eau dans du Nyamakou-Dji. Je pense que lui-même, c'est lui qui doit donner l'exemple de mettre de l'eau dans son Nyamakou-Dji pour permettre cette paix-là. Parce que ça ne va pas arranger les deux nations. Je vais vous dire une chose, ça ne va pas arranger les deux nations. Je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous vous amusez, ces petits conflits-là risquent de créer la guerre mondiale. Là, des gens qui prennent ça juste comme une petite affaire, mais si vous vous amusez, cette affaire-là risque de créer la guerre mondiale. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va suffire que la Côte d'Ivoire attaque le Mali. À cause des 49 militaires là, la Côte d'Ivoire attaque le Mali. Tout en sachant que la Côte d'Ivoire en elle seule, elle ne peut pas battre le Mali. La Côte d'Ivoire en elle seule, si on les laisse seuls là, avec le Mali là, la Côte d'Ivoire ne pourra pas battre le Mali en termes militaires. Ça, c'est même pas du black, c'est pas du black. En termes militaires, je vous explique pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourra pas. La plupart des Maliens, des militaires maliens sont fabriqués en Russie. Ils savent manier des hélicoptères de guerre. Ce n'est pas des gens où on passe le temps avec des armes seulement, des armes d'assaut. Ce sont des gens qui ont été fabriqués et qui ont été formés en Russie, qui savent manier des grands hélicoptères de guerre, tels que les MiG-29 là. Et actuellement, on vient d'apprendre aussi tout récemment, peut-être que l'annonce même ils vont dire ça cette semaine-là. Le Mali veut acquérir les Sukhoi. Les premiers Sukhoi. Bon, pas les Sukhoi 59, hein, puisqu'il y a trop de versions. Il y a des Sukhoi 37, il y a des Sukhoi 20, il y a des Sukhoi 30, 25, 27 aussi. Et T-49. Tout. Bon, supposons que le Mali, bon, j'ai des doutes, même si le Mali arrive à acquérir les Sukhoi, ce serait autour des Sukhoi 27, Sukhoi 30 comme ça. Ce sont des modèles de Rafale, ce sont des modèles d'aviation de guerre très performants sur le marché international d'armement. Si le Mali acquiert ça, il n'y aura pas un pays qui va beaucoup l'intimider. En Afrique de l'Ouest, sauf le Nigeria aussi qui a acquis ces modèles-là. Mais le Mali a beaucoup formé ces pilotes de guerre en Russie. Vous voyez? Donc, la Côte d'Ivoire va l'attaquer en utilisant les hélicoptères français, comme ils ont signé des pactes avec la France. Bon, comme ils sont déjà même, c'est un département français, ils vont commencer maintenant à vouloir attaquer les Mali avec les hélicoptères, l'armement français, puisque c'est ça qui est rempli dans leur garnison, dans leur camp militaire. Donc ils vont attaquer les Mali. Et c'est en attaquant les Mali que les Mali va répliquer par des hélicoptères de guerre MiG-29 et des Sukhoi. Mais imaginez, si les Mali déclenchent ces Sukhoi ou bien ces MiG-29 là, la Côte d'Ivoire est dans tous ces états, dans tous ces problèmes. Les radars pour intercepter les vols, les hélicoptères ivoiriens. Et maintenant commencer à bombarder la Côte d'Ivoire. Mais voilà, c'est ça qui, maintenant la France va vouloir aider la Côte d'Ivoire en voulant passer par le côté du Niger. C'est là la Russie va intervenir. Et l'OTAN va dire, ah bon, la France est attaquée, l'OTAN aussi va impliquer parce que la France fait partie de l'un des grands membres de l'OTAN. Quand l'OTAN va intervenir, c'est là la Chine aussi va dire, ah non, ça ne peut pas se faire. L'OTAN ne peut pas intervenir. La Chine aussi va intervenir du côté de la Russie. Voilà la troisième guerre mondiale déclenchée. À cause des petites mésententes qui pouvaient être résolues en une seule journée. Voilà, ça crée la guerre mondiale. À partir de l'Afrique, la guerre mondiale a déclenché. La Corée du Nord va vouloir supporter l'autre camp. Voilà, donc ce serait une lutte acharnée
l'OTAN contre l'autre axe. Voilà le problème. C'est la guerre mondiale qui est là. Donc, quand on dit de résoudre ces problèmes-là, il faut les résoudre. Il ne faut pas passer le temps à saboter les efforts diplomatiques. C'est ça aussi le problème. Moi, je trouve que peut-être le Togo, c'est vrai, il a voulu jouer ces rôles diplomatiques-là, mais il fallait les mettre tête à tête dans la salle. Même s'ils allaient se frapper, ils allaient se frapper, puis c'est fini. On a maintenant cherché une dernière solution pour résoudre ça. Sinon, laisser ça que les gens, les Ivoiriens se sont filtrés, ils sont répartis. Les Maliens aussi, ils se disent, bon, c'est vos 49 militaires qui sont ici. Hein. Vous voyez, la bruit, ça commence à faire de la bruit. Voilà. Donc, tout ça, en termes clairs, quand vous regardez la vidéo que j'avais fait là, on a presque à 1000 personnes de vues. La vidéo que j'avais fait, j'avais parlé d'Alassane Draman Ouattara, son implication sur la déstabilisation des pays. Puisque quand on repart en France pour faire déjeuner avec Macron, Macron les flatte. Il pense qu'il est l'empereur de toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire ce que lui il dit là, c'est ça tout le monde doit faire. Voilà la conséquence. Et il est venu taper poteau sur Assimi Goïta. Vous voyez. Parce que si vous le remarquez, à chaque fois qu'il y a un petit problème au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara prend son billet, il prend son avion, il s'en va en France pour aller déjeuner avec Macron, pour faire les comptes rendus. Et on lui parle aussi, ok, c'est toi qui es l'empereur, c'est toi qui dois, tu es vu comme le plus grand gouverneur de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tu dois être capable de résoudre les problèmes et tu dois faire ce que tu veux. Vous voyez, on lui a flatté les maîtres dans 1000 problèmes actuellement. Bon, vous avez dit, voilà le premier erreur qui s'est passé. Dans ce genre de cas-là, on ne dit pas ça. Lui, il a dit que non, il faut libérer les soldats immédiatement. C'est comme en 2 jours, si vous ne libérez pas ces soldats en 2 jours-là, il y aura problème. Effectivement, il y a eu problème parce que quand vous voyez que les menaces s'accentuent, les menaces sont partout au niveau des villes maliennes, des camps militaires maliens, mais c'est ça. Et ça, automatiquement, ça dit à tous les Africains qu'il y a des gens qui sont en train de nourrir du terrorisme. Ça, c'est ce que ça veut dire. Il y a un petit problème qui est là, au lieu de régler ça, non, on multiplie les attaques. Ça veut dire qu'il y a il y a des sponsors du terrorisme qui sont supposés être nos frères africains, mais c'est eux-mêmes qui alimentent le terrorisme pour leur propre business. C'est ça le problème, c'est ça la question et c'est ça qui éclaircit la chose. On te dit de venir sur table pour qu'on puisse négocier, pour qu'on puisse libérer les 49 soldats. Voilà, au lieu de ça, on refuse et on donne ultimatum. Quand l'ultimatum n'est pas respecté, on multiplie les attaques. Vous voyez comment l'Africain, quand on dit que le plus grand ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Voilà. Les gens sont prêts à tout, ils sont prêts à tuer pour juste nourrir leur ego ou bien juste nourrir leurs finances, leur portefeuille. C'est triste. M'excusez beaucoup. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que de mon simple vision des choses, je pense que cette affaire peut être résolue, mais il faut que chacun, on puisse résoudre ça en tant qu'Africain, mais pas résoudre ça en tant que, comme les gens, d'autres personnes se prennent comme ce sont des Occidentaux. Si dans cette affaire-là, on n'aura même pas besoin de la diplomatie togolaise pour résoudre cette affaire-là. Il fallait juste choisir les sages, les vieilles personnes du Mali, les vieilles personnes, 5 vieux ajoutés à 5 vieilles du Mali. Donc ça fait 10 personnes côté Mali. On choisit 5 vieillards côté la Côte d'Ivoire et 5 vieilles aussi des côtés de la Côte d'Ivoire. Donc ça fait 10 personnes côté Côte d'Ivoire, 10 personnes côté Mali. On achète
des colas. Après avoir acheté des colas, on achète du vin. Et puis, bon, du vin, ça peut être vin de palme, ça peut être du dolo, ça peut être quelque chose comme ça, vin de palme. Et après, bon, j'ai cité des choses, cola, vin. On achète des poulets, un coq et une poule. Et après ça, on amène de l'eau fraîche dans des calebasses. On réunit les 20 personnes déposées. Ils vont tuer les deux poules là, le coq et puis la poule là. Ils vont verser un peu de l'eau fraîche au sol. Ils vont demander aux deux nations de se donner main à main. Et les 10 personnes là vont se donner main à main. On va verser de l'eau, on va verser le vin, on va verser tout ce qu'on a comme poisson, on va verser ça sur terre. Et la cola là, on va, si c'est deux colas, une cola blanche et une cola rouge, ils vont maintenant diviser ces deux colas là, déposer à terre et verser de l'eau sur ces deux colas là. Et demander aux sages là de se mettre main à main pour demander à ce que la paix puisse venir entre les deux nations sœurs. Le problème est résolu. Pourquoi les choses les plus simples, les gens ont besoin d'aller loin? C'est ça aussi le problème. Puisque nous sommes habitués aux façons que les Blancs font. Sinon, ces problèmes, ça, on peut résoudre ça, des problèmes terre à terre, en choisissant des sages. Et une fois que les sages ont fait ça, la personne qui va refuser ça, c'est moi, la personne, lui-même, il a cherché. L'eau est déjà versée. C'est ce qu'on dit dans les traditions, on dit l'eau qui est versée, on ne peut pas ramasser l'eau qui est versée. Les sangs des coqs et poules qui a été versé, on ne peut pas ramasser ça non plus. Voilà, donc ils allaient faire ces sacrifices-là, se donner main à main et demander à ce que les présidents des deux nations ils cessent la bagarre. Bon, la bagarre, le conflit qui est entre, ils se mettent aussi main à main pour le développement des deux nations africaines et conditionner ça à la libération. Bon, on ne va pas dire libération pour ne pas offenser quelqu'un, mais ils vont dire que pour cette amitié de partage, voilà, on vient juste les demander une assistance. C'est comme ça qu'on allait faire ça. Donc dire au Mali, l'État ivoirien veut les demander une assistance, une aide. Et cette aide-là, c'est pour pouvoir réenvoyer les frères ivoiriens qui sont détenus au Mali. C'est fini. Les gens sont allés loin dans les écoles, les gens sont allés loin dans les universités, les gens ont occupé des plus grands postes diplomatiques ou des trucs comme ça. Mais la diplomatie africaine est la meilleure diplomatie de tous les temps. La diplomatie africaine, c'est ce que je vous ai demandé, parler. C'est ça la diplomatie africaine. Cette affaire pouvait être réglée tout simplement. Et chacun allait se taire, ne pas faire de la propagande, etc. On allait demander à nos frères maliens de ne pas faire une propagande sur ça. On allait aussi demander à nos frères ivoiriens de ne pas faire une propagande sur cette affaire. Et c'est tout, l'affaire est réglée. Et on allait aussi demander à l'État ivoirien de cesser la déstabilisation des nations africaines. Mais au nom des sacrifices qu'ils ont fait là, s'ils refusaient maintenant de continuer à détruire les nations africaines, bon, voilà, il sera entre lui et les sacrifices qui a été fait et les malheurs qui allaient venir, c'est lui qui a cherché. C'est fini. Les choses simplistiques où on peut, bon, nous, on allait passer le temps, les kérosènes que l'État ivoirien a gaspillé ou le contribuable ivoirien a gaspillé pour que les autorités ivoiriennes prennent de l'avion pour aller à Lomé, des kérosènes que les Maliens ont gaspillé sur la contribution des Maliens. On pouvait prendre ça, ce que je vous ai dit là, on pouvait gérer ça, cette affaire. L'affaire, elle est close. Il y a longtemps, on allait libérer, on allait réenvoyer les frères ivoiriens qui sont détenus au Mali. C'est tout. C'est tout.
Je pense que c'est ce que je vous ai dit. Si vous me donnez cette affaire dans les mains, parce que nous sommes des spécialistes nous sommes des spécialistes des conflits, des résolutions des conflits. C'est pour cela que je vous ai dit que chaque conflit a sa manière d'être résolu. On peut résoudre ces conflits-là par des valeurs africaines. Résoudre ces conflits par des valeurs africaines, pas des traditions. Mais pas aller perdre le temps parce que des gens veulent le chaos. Ils veulent le chaos entre ces deux nations. Il y a des gens qui veulent ça. Que, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Il y a des gens sans des conflits, ils ne mangent pas. Ils ne sont pas dans du beurre. Il faut créer les conflits quelque part pour être dans du beurre. Ouais. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, dernière chose, moi je vais dire quelque chose qui est, c'est une vérité pure. Il faut que les États africains, ceux qui hébergent les opposants, vous faites pardon. Faites pardon. Arrêtez ça. C'est ça souvent qui crée d'autres problèmes. Le fait que, regardez les cas de Blaise Compaoré au Burkina. Il a fait à peu près 27 ans au pouvoir sans développer le pays, alors que le pays était en développement sous Sankara. Il a, bon, selon les sources, hein, il a tué Sankara, prend le pouvoir, rester au pouvoir pendant 27 ans sans rien foutre. Les Burkinabés sont l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les Burkinabés souffrent. Depuis 27 ans, ce monsieur-là n'a rien foutu. Un jour, son peuple se lève pour les chercher même, à les tabasser même. Mogol a fui, l'armée française est venue l'infiltrer. Il est parti, la Côte d'Ivoire a récupéré les gars, changé son nom, changé sa nationalité. Moi, j'avais dit ça il y a longtemps. J'ai dit, tant que Blaise Compaoré est vivant et il est juste à côté du Burkina, dans un pays frontalier là, le Burkina n'aura pas la paix. J'avais dit ça. Il faut qu'on soit honnête. Puisque Mogol a des grands réseaux avec les terroristes. Et ces réseaux-là ont été activés. Le gars, il est très rancunier. Il est très, très, très rancunier. Et le gars a des grands réseaux de terrorisme. Quand une fois le peuple l'a saché, il a juste activé ses réseaux. Et c'est ça qui est en train de causer beaucoup de morts au Burkina Faso actuellement. Et l'instabilité. C'est la pure vérité. Mais qui a hébergé ces messieurs-là? C'est pas Alassane Draman Ouattara. Continuer à avoir l'insécurité au Burkina Faso. La même chose avec le Mali. Un monsieur Ibeka, il vient au pouvoir, c'est comme si même un enfant qui vient d'être né là peut gouverner un pays plus que lui. Il passe le temps à se faire humilier dans son boubou, alors que son fils est en train de voler les ressources du pays. Ils sont en train oh mon Dieu, ils sont en train de gâter les ressources du pays, hein, des grands barons. La corruption. Si vous voyez que l'insécurité a atteint son épitome aujourd'hui au Mali, là, c'est à cause de ces gars-là, les fils des Ibeka, là. Les contrats militaires là, qui ont été passés, là, les gars là, ont sauté des milliards au lieu d'aller acheter des bons équipements pour protéger les soldats maliens. C'est la réalité. Pour que l'insécurité s'installe, que les gens bouffent dans cette insécurité, les gens bouffent parce que les gens meurent. Vous voyez? Ces gars-là, il est où? Ibrahim et les fils de Ibeka, là. Salif Keita, je m'excuse, Salif Keita. Et nommé Keita, là, il est où? C'est pas en Côte d'Ivoire, il est là-bas. Les autres opposants maliens, tels que le premier ministre, ancien premier ministre du Mali, Boubou Sissi ou Nzeki, il est où? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Les autres plus grandes autorités de l'opposition politique au Mali, là, ils sont où? Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Mais ce sont ces gens-là encore qui sont prêts à déstabiliser leur propre pays pour juste pouvoir venir. Qui les héberge? Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui les héberge.
C'est là-bas le problème. Il faut être clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour cela, au début, je vous ai dit, je ne suis pas dans votre affaire d'émotion. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui héberge les opposants maliens pour déstabiliser le Mali, les pouvoirs en place. Il a hébergé Blaise Compaoré pour continuer à déstabiliser le Burkina Faso. C'est lui. Parce que la France est en train de le flatter qu'il est empereur, qu'il est gouverneur de l'Afrique de l'Ouest. Regardez l'affaire de France CFA. Les autres pays africains, tous les pays africains se sont réunis pour s'entendre sur une seule chose purement africaine pour pouvoir développer les nations. Magor est allé en France pour un déjeuner. Ils sont allés parler de cette affaire. Pendant un moment même qu'il y avait des conférences sur l'écho, là, les gars partaient donner tout ce qu'ils disent, les Africains disent, ils partent et disent ça en France. Et la France lui a trouvé une idée pour pouvoir venir saboter ces francs CFA là à Abidjan. Et ils l'ont fait. Quoi d'autre vous attendez de lui? Les gens crient partout, oh, c'est un président travailleur, c'est un président qui est en train de bâtir la Côte d'Ivoire. C'est très bien. Il est en train de bien faire la Côte d'Ivoire, c'est très joli. Mais où sont ces Ivoiriens, ces citoyens africains là qui bénéficient beaucoup de la Côte d'Ivoire? Zéro. Ceux qui bénéficient beaucoup de la Côte d'Ivoire, ce sont des Marocains, ce sont des Français, ce sont des Libanais. Tout, point barre. Pourquoi cette vérité, vous avez peur de le dire? Les zones les plus influençantes de la Côte d'Ivoire ont été vendues. Et d'autres, puisque c'est un territoire qui appartient à la France. C'est comme un sous-sol français. Quand la France même a accaparé les régions les plus bonnes, les Libanais ont pris les restes. Les Marocains sont venus à les dirhams, imprimer les dirhams, la venir verser et prendre maintenant les zones de la lagune. Les plus jolies zones de la Côte d'Ivoire, ils ont tout accaparé. Mais c'est quoi d'autre vous voulez entendre? Le pays est joli, mais ça ne vous appartient plus. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Africains. Ça, c'est une pure vérité. Ce pays n'appartient plus aux Ivoiriens et ce pays n'appartient plus aux Africains. Ce pays a été vendu aux Français, aux Libanais. La pure vérité. Je ne suis pas dans cette émotion. Vous allez voir des autoroutes, ils ont fait des autoroutes, tout le monde crie, ouais, Ado, il fait un bon travail. Et après, on vous dit de payer autoroute 2000, 5000 et 3000 francs. Maintenant, voilà les problèmes. Parce que tout simplement, ils sont allés prendre des investissements privés, des grands, comment on dit, des crédits, des plus grands crédits privés, avec des intérêts les plus énormes. Où la Côte d'Ivoire passer toute sa vie à payer ces intérêts-là sans même pouvoir payer les crédits lui-même. Qui va souffrir? C'est la nouvelle génération. On voit les pays est joli, mais toute cette joliesse-là, personne ne peut bénéficier de cette joliesse. Les autoroutes, les hôtels. Tout récemment, ce n'est pas le groupe Accord de Sarkozy qui voulait détruire la plus grande forêt de la Côte d'Ivoire pour juste faire un hôtel. C'est qu'à ça, on vous dit que votre pays ne vous appartient pas. Les gars l'ont déjà vendu le pays. C'est une réalité. Vous allez voir des trucs jolis, mais ça ne vous appartient pas. Ce sont des trucs privés. Les highways, les autoroutes ne sont pas pour vous. C'est pour les Français. Les péages sont là pour récupérer leur argent. Et ils vont récupérer ça pendant 200 ans, 300 ans. À ce moment, vous-même, vous n'êtes plus là sur cette terre. Et nos enfants vont payer ça. Comment vous voulez vous développer dans cette façon d'être développé? Ça a les problèmes. C'était mon point de vue, donc je vais m'arrêter là pour ne pas prendre votre temps. Et vraiment, abonnez-vous massivement. Pour pouvoir donner cette chance-là. Voilà ce que j'ai dit au début là. Si vous vous abonnez beaucoup, ça permet à la vidéo d'atteindre la destination et la personne à qui des droits. Il faut partager la vidéo massivement. Il faut vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, c'est vraiment très important. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là.
partagez la vidéo et mettez des likes dessus. Voilà, merci.